Alors bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Beat Feurer, donc le chef du département de la politique sociale et de la sécurité de Bienne. Vous êtes en poste depuis 2012. 2013. Aïe, 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 aïe. Alors, depuis 2013, pardon. Donc on va vous poser quelques questions par rapport à l'actualité, par rapport à votre ressenti à l'heure actuelle. Et tout d'abord, on va commencer en première partie avec ce qui secoue un peu Bienne en ce moment, c'est avec les gens du voyage. Depuis début avril, il y a eu à peu près 80 caravanes qui sont arrivées sur la Tissot Arena illégalement. Elles sont parties il n'y a pas si longtemps que ça pour revenir juste après. Et donc vous avez pris les choses un peu à bras le corps avant-hier. Qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que vous allez recommander comme gestion pour la suite du problème? Est-ce que vous voulez regarder avec le reste de la région zélandaise comment on peut gérer les zones à attribuer, je ne sais pas, mois par mois, année par année ou trimestriellement pour ces gens-là? Pour les gens de voyage, pour trouver des places où ils peuvent effectivement passer un certain temps, ce n'est pas les communes qui sont responsables, c'est la responsabilité du canton, alors ici du canton de Berne, Mhm. mais on constate que ça avance pas, la responsabilité qui devrait être prise par le canton, là on n'avance pas. C'est pour cette raison que je pense que ce serait utile de poursuivre effectivement comment est-ce qu'on dit, un accord ici dans la région avec les communes concernées, de trouver une solution peut-être aussi temporaire, mais je ne peux pas trop dire ici parce que c'est effectivement quelque chose que la préfète, la préfecture poursuit. Il y a un projet qui est en D'accord. cours et c'est Madame Stebler qui est responsable. Mais je peux seulement peut-être je peux dire que je soutiens cette initiative de la nouvelle de Madame Stebler. Et parce que je pense qu'il faut avoir une solution, même si c'est une solution temporaire, parce que les gens viennent, les gens de voyage viennent. On ne peut pas prétendre qu'ils n'existent pas. Ils sont là, ils ont des besoins, et ils doivent être quelque part. Oui, c'est vrai que même s'il y a des barrières, ça ne les arrête pas. Donc oui, il faut de toute manière gérer la chose. Avec les autres communes, comme ça permettrait que ce soit pas toujours la même commune qui soit en charge du dit problème, comme on peut dire. C'est l'idée que qu'on trouverait peut-être une telle solution comme tu viens de décrire. Mais comme je t'ai déjà dit, c'est la préfecture qui est responsable. Peut-être il y a encore d'autres idées qui vont se poursuivre. Pour le moment, on essaye de trouver et je crois que c'est déjà mieux que rien. D'accord. Et puis le reste de la ville est avec toi dans ce projet ou Le reste, le conseil municipal soutient aussi ton idée de justement d'essayer de faire un accord avec la commune vu que le canton ne s'occupe pas du problème? bon, alors c'est tout à fait clair que le conseil municipal préfère que c'est le canton qui prend ses responsabilités. Bien sûr. Mais il n'y a pas une décision formelle du conseil municipal de Mhm. Bienne, mais on est en faveur, ça je peux, on a échangé entre nous avec mes collègues, on est favorable à de trouver aussi des solutions, même temporaires, si l'on que le canton n'entre pas en matière suffisamment. D'accord. Et donc, avant-hier, comme ils sont revenus et puis qu'ils ont un peu forcé les choses pour être là illégalement, vous leur avez dressé une amende par véhicule d'une hauteur de 500 francs, si je ne m'abuse. Euh, Si jamais ils ne payent pas, vous avez dit qu'ils seraient fichés au niveau national et que ça leur poserait des problèmes où qu'ils aillent en Suisse. La question est, est-ce que ces gens vraiment, ils ont une identité propre ou est-ce qu'il est possible vraiment de les ficher pour que quand ils aillent dans un autre canton ou une autre ville, on puisse savoir que c'est les mêmes personnes qui étaient déjà là et qui ont été amendées et qui n'ont pas payé? Oui, effectivement, alors là, on n'a pas un problème. Ils ont tous des documents d'identification, Mhm. naturellement aussi des numéros de plaque sur les voitures. Oui. Alors, on arrive effectivement de les identifier et puis enregistrer au moment qu'ils ne payent pas les amendes qu'ils ont reçues. D'accord, Là, on ok. n'a pas de problème. Ok, d'accord. Bon, vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet ou parce que C'est bon, pour ma merci. part j'ai terminé. En deuxième partie, on va parler de la commission sur le département de la politique sociale, donc qui est aussi au cœur du débat du conseil de ville, parce que c'est une première quand même où maintenant on va objectiver la politique du responsable du département
de la politique sociale. Quel est votre ressenti sur cette décision de construire une commission, je dirais pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais en tout cas pour vous rajouter de la bureaucratie? Oui, c'est effectivement une décision très bizarre. Formellement, quand on voit qu'est-ce que c'est effectivement comme décision, c'est une décision d'installer une commission. Cette commission reprend toutes les responsabilités que j'ai, toutes dans les affaires sociales. Alors moi, en principe, je peux mettre mes mains sur mes jambes, puis attendre, puis rien faire, D'accord. parce que c'est la commission qui prend ce travail. Et quand on part de cette décision, de cet aspect, c'est aussi antidémocratique parce que on est élus, nous, tous les membres du conseil municipal, nous Par les sommes habitants. élus par le peuple viennois Mhm. pour exercer notre travail, pour exercer notre responsabilité et de dire juste par un parlement, non, Monsieur Feuerer, vous ne devez plus exercer votre responsabilité, vous ne devez plus rien faire, vous pouvez rester à la maison si on veut. Et on donne tout ce travail à une commission, toute cette responsabilité. C'est quelque chose qui va directement euh, contre la volonté du peuple, contre le système en soi. Ça, c'est la côté formel. Effectivement, quand on vient après sur, dans la réalité, il est clair, une commission qui siège 10 fois par année, peut-être pour 3 heures, elle ne peut jamais reprendre toutes ses responsabilités, tout ce travail que je Non, fais ouais. pendant 40, 50, 60 heures par semaine, ou disons 160, 200 heures par mois, elle ne peut pas Non. exercer ce travail dans 3 heures. C'est pas Donc réaliste. à part donner une décision, il n'y aura pas beaucoup d'études des dossiers, c'est ça que vous voulez dire? Bon, comme j'ai dit, c'est une décision ridicule. Formellement, elle fait quelque chose qui est antidémocratique, Mhm. qui ne respecte pas Non. la volonté du peuple. Mais au niveau pratique, ça ne se laisse pas réaliser. Et finalement, cette commission, elle est même dépendante de moi, parce que si je refuse de collaborer, elle peut rien faire. Mais Elle n'a vous non aucun plus. pouvoir, effectivement, d'exercer ses devoirs. On est interdépendant. Alors, c'est une construction, effectivement, comme on ne devrait jamais le faire. Et cette commission, elle est constituée, qui est décisionnaire pour les personnes qui vont être dans cette commission? C'est le conseil de ville qui va élire les personnes qui seront dans cette commission. Et puis c'est prévu qu'on aurait, si je me souviens bien, 6 ou 7 personnes seront représentants des partis Ouais. politiques, et puis encore quelques experts. Quelques experts qui auront eux aussi leurs préférences politiques, qu'on Bien le veuille ou sûr, tout non. le monde a des préférences politiques. Chaque décision est motivée par... ouais. Et il viendra d'après, comme j'ai compris, le Parlement, c'est pas encore fait, mais comme j'ai compris, si on parle des experts, on parle plutôt des experts avec des connaissances dans le social. Mhm. Et là aussi, je dois dire, on n'a pas besoin des experts qui ont des connaissances dans le social. On a tout un département avec plus de 100 personnes employées qui sont déjà des experts. Mhm. On a beaucoup de connaissances dans ce domaine où on serait ravi d'avoir peut-être un soutien, c'est de recevoir des expertises ailleurs de ce domaine, comme par exemple des médecins, des psychologues, des économes, ou des personnes comme ça qui ne sont pas vraiment dans le domaine Ouais. en soi. Ouais, parce que ces experts-là, ça fait pas 8 ans qu'ils sont sur le terrain à Bienne, eux. Ce ne sont pas des experts qui sont là, sur le terrain, c'est effectivement vrai. Et naturellement, quand on voit qu'on recevra, ce qu'on pourrait payer par séance, si je dis bien, si je me souviens bien, c'est à peu près 60-70 francs pour 3 heures. Vous trouvez pas vraiment des experts, des vrais experts qui seront prêts de participer à un tel travail. Ah oui, mais bon, s'il faut encore rajouter du budget pour ce genre de choses, alors que... Mais c'est encore une autre chose. Naturellement, c'est une telle commission, quand elle peut effectivement fonctionner, quand elle fonctionne, on a une telle commission aussi à Berne qui fait pas vraiment, comme j'ai dit,
tout ce travail, tout le travail qu'elle devrait faire. Elle fait juste un tout petit peu. Mhm. Et puis, mais déjà pour ce tout petit peu, il faut de l'administration, il faut préparer des affaires, il faut plus documenter, plus après aussi écrire. Tout ça, ça donne une charge supplémentaire pour à peu près 100 000 francs qu'on devrait mettre en plus dans le budget pour une construction qui ne fonctionne pas vraiment Mhm. comme c'est prévu. Alors c'est effectivement aussi de ce point de vue, euh, ouais, je ne peux pas dire autre que c'est une idiotie. Je ne peux pas trouver une autre expression. Oui, déjà le sentiment antidémocratique de la chose est quand même déjà difficile à avaler. Et étonnamment, alors pas l'idée de se sentir persécuté, mais vous êtes du parti politique de l'UDC biennois, avec la majeure partie au conseil municipal qui n'est pas de ce parti-là, plutôt contre même. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire peut-être que c'est à cause de votre parti aussi que cette commission a été mise sur le tapis? Et peut-être, allons carrément plus loin, est-ce que ce ne serait pas pour payer les conséquences d'avoir rompu le principe de collégialité l'année dernière en vous étant présenté au poste de maire de la ville de Bienne pour les élections? Bon, alors ça, c'est plusieurs questions qui sont maintenant ici dans ce paquet. Euh, effectivement, on peut se poser la question pourquoi, si on veut changer le système, si on veut effectivement qu'il n'y aurait pas des conseils municipaux qui exercent leur pouvoir, leurs devoirs, mais que ce devront être des commissions. Pourquoi, si on veut déjà un tel changement de système, on ne le met pas devant le peuple à décider? Et pourquoi, encore une deuxième question, pourquoi on le fait juste dans un département et pas dans les autres Tout à fait, oui. domaines? Alors là, effectivement, ça, ça me guide à la conclusion que c'est effectivement une décision qui était personnalisée, qui était contre moi, parce que C'est à on charge. peut pas le changer, on peut pas l'expliquer autrement. Si c'était pas contre Bernd Feurer, mais plutôt une réflexion en général, on aurait dû dire, ouais, alors dans ce cas-là, faut le mettre dans tous les dicastères, et pas seulement dans un. Puis après, vous demandez encore s'il y a si ce sont des conséquences par l'approche du système de collégialité. Non, non, ça je crois pas. Non. Cette demande d'installer une telle commission date déjà de l'année 2014, alors D'accord. c'est déjà quelques années, et ça n'a rien à faire avec le système de collégialité. Mais là, encore, si vous parlez du système de collégialité, c'est très intéressant. C'est un système euh, qui favorise naturellement toujours la majorité d'un gouvernement et qui met toujours un peu dans le coin la minorité parce que la majorité ne doit jamais prêcher le système de collégialité parce que la majorité peut décider ce qu'elle veut. Mhm. Alors c'est toujours la minorité qui est effectivement dans dans cette question, qui doit toujours se poser cette question, est-ce que je peux encore porter ce système ou pas? Ouais, on est un peu mal à l'aise. On l'a bien vu de toute manière avec le Conseil fédéral pendant la pandémie. On a beaucoup tiré sur Guy Parmelin et puis sur Ueli Maurer qui étaient eux de l'UDC et qui soutenaient toutes les décisions de M. Berset. Et pourtant, avec le principe de collégialité, on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est vraiment dit entre les sept. Donc c'est un peu facile d'aller à contre quelqu'un alors que c'est vrai que le principe de collégialité en soi-même pose une question sur rester fier de ses positions et puis pouvoir le dire sur la place publique. Oui. Alors, je ne peux rien ajouter, c'est vrai. D'accord. C'est exactement comme ça. Ouais. Là aussi, est-ce que vous souhaitez encore rajouter une dernière chose concernant la commission ou on passe à la suite? On passe à la suite. Je me suis rendu compte que j'ai fini par te vous voyez aussi. Alors la partie 3, ça va être une partie qui va vous impliquer aussi personnellement, c'est le mariage pour tous. Récemment, l'UDC biennois s'est illustré dans le soutien de l'association en faveur du mariage pour tous, l'association Gay SVP ou Gay UDC en français, dont vous êtes vous-même le président. C'est
C'est donc une association qui a été créée en 2010 et qui regroupe la majorité des sympathisants et aussi des membres des factions UDC en Suisse et qui sont eux-mêmes homosexuels ou transgenres. Pour vous, est-ce que la double casquette est difficile? Alors, je vais d'abord dire que le comité référendaire contre le mariage pour tous et à majorité UDC, qui est un parti en majorité aussi conservateur, est-ce que c'est difficile pour vous d'avoir votre orientation sexuelle dans ce parti politique? Pas du tout. Euh, je suis très content de, effectivement, pouvoir dans ce parti et pouvoir en même temps librement exprimer et puis aussi vivre ce que je vis. C'est effectivement pas comme on pourrait penser que c'est difficile dans ce parti d'être homosexuel. Peut-être il y a 10 ans, 20 ans, ça je peux pas dire, je peux pas juger. Mais on peut constater aussi dans l'UDC, au sein de l'UDC, qu'il y a un changement. On a récemment, je crois il y a à peu près 2 ans, discuté sur le nouvel programme de l'UDC. Il y avait là une clause qui s'exprimait contre le mariage pour tout. Et puis j'ai lancé cette discussion au sein de la séance des délégués, de l'Assemblée des délégués. Et il y avait une discussion très vive, très vive, une vive discussion. Finalement, il y avait, je crois, à peu près 45% des personnes qui soutenaient ma position de tracer cette clause dans le programme de l'UDC. Alors, il y avait toujours une majorité de 55%. Mhm. Mais on peut dire, il y a quelques ans, on n'aurait jamais pu s'imaginer qu'on pouvait obtenir Mhm. 45% contre un tel point. Je suis absolument convaincu que dans 2, 3, 4 ans, ça va encore une fois augmenter fortement. Déjà maintenant, il y a des enquêtes qui démontrent que même la majorité de l'électorat de l'UDC est en faveur du mariage pour tous. Alors, je crois qu'il y a un changement qui est là, et puis qui vient aussi qui vient aussi arriver qui déjà arrive dans notre parti. Potentiellement un rajeunissement des membres peut-être qui influencerait le fait que ces 45% soient peut-être passés à 50 ou même un peu plus. On l'a vu Voilà. d'ailleurs quand vous avez décidé à l'UDC Bienne de soutenir l'association Et le mariage pour tous. La décision a été unanime, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de contre ni de... Le débat n'a pas eu lieu, ça a duré 10 minutes où on a parlé de l'adoption pour les homosexuels, que c'était une procédure quand même qui était très longue, très coûteuse. Donc lorsqu'on veut adopter, c'est par amour, parce qu'autrement, il n'y a aucun intérêt à pouvoir adopter pour un couple homosexuel avec les difficultés que c'est. Que direz-vous des gens qui trouvent ça contre nature qu'un couple homosexuel puisse avoir un enfant? Bon, là, j'ai effectivement une opinion un peu différenciée. Je pense aussi que pour chaque enfant, c'est préférable de grandir dans un environnement où vous avez euh, euh, des personnes qui s'occupent de vous, où il y a un homme et une femme. Alors, un couple, les deux sexes, je crois que ça donne un certain équilibre pour Mhm. chaque enfant. D'accord. Alors, c'est préférable. Mais en même temps, ça veut dire pas pour moi que c'est mauvais, que c'est pas bien pour un couple homosexuel d'adopter ou de grandir des enfants. Mhm. Parce que souvent, il faut se demander quelle sera comment dire, l'alternative. Quelle sera l'alternative si vous n'adoptez pas l'enfant qui est dans un home pour enfants, Tout à fait, oui. peut-être à l'Inde, dans les rues? Est-ce que c'est préférable que cet enfant grandit dans la pauvreté, peut-être même sans parents, sans rien, dans les rues, ou d'avoir un couple homosexuel ou hétérosexuel, peu importe, qui lui donne tout l'amour qu'on peut lui donner? Mhm. Alors là, je crois, pour moi, je suis absolument pour le pouvoir de donner, pour le droit de donner la possibilité aux couples homosexuels qui peuvent adopter sous ces réflexions. Eh ben, c'est assez étonnant, mais je comprends tout à fait. Et on peut aussi aller un peu plus loin, parce que si on interdit l'adoption pour les couples homosexuels, on pourrait peut-être aller aussi sur
une sorte de commercialité du ventre de la femme, un marché noir pour la GPA, la grossesse, où les femmes louent leur ventre. Dans certains pays, c'est légal, dans d'autres pas. Donc, on pourrait se heurter au problème que justement ces couples qui ne pourraient pas avoir d'enfants aillent jusqu'à justement aller dans l'illégal pour pouvoir avoir un enfant, ou même déménager, ou partir. Oui, ça existe déjà, puis c'est vrai, c'est toujours une côté de la plaque, surtout négatif ici dans cette situation. Mais c'est naturellement une réflexion qu'on peut mener dans tous les deux domaines du droit. Il y a toujours euh, la possibilité que vous essayez d'éviter ou de trouver d'autres solutions pour ne pas vraiment suivre la loi dans tous les domaines, dans la fiscalité, partout. Mais ici, c'est C'est quand la même vie de quelqu'un dont on parle. oui, et puis c'est quand même un domaine qui est très important. Ici, il s'agit du vie des personnes, de la vie des personnes, des enfants. Et c'est pas juste la question où vous mettez votre voiture C'est ou ça. si vous payez un peu plus ou moins d'impôts. C'est un peu plus éthique aussi, hein. C'est une Oui. question très éthique, hein. C'est moral, hein. C'est... Ouais. C'est très éthique. Cette question est très éthique. C'est pour cette raison que ça partage aussi. Et j'ai tout à fait de la compréhension pour les personnes qui ont de la peine de suivre. Même si je ne partage pas tous les arguments, ou peut-être même pas du tout, il faut quand même avoir aussi cette compréhension dans ces questions, surtout pour les personnes qui réfléchissent, qui ne réagissent pas juste seulement de la ventre, et puis les écouter. Mhm. Alors du coup, comme j'ai eu pas mal votre avis sur l'adoption, je vais rebondir aussi sur la naturalisation facilitée pour le conjoint aussi. Et il y a aussi une dernière chose, c'est qu'il n'y aura pas de rente du survivant, par contre. Quel est votre avis sur la naturalisation facilitée? Est-ce que vous pensez que ce sera la porte ouverte à des abus, comme on peut déjà le voir, comme ça peut arriver dans des pays à fort tourisme, où il y a des gens qui reviennent, et puis avec la naturalisation facilitée, bien que ça ait été quand même bien durci, maintenant c'est passé de 5 ans à 8 années de mariage pour être naturalisé facilement. Est-ce que vous pensez que ça aura des abus? Bon, il y en a toujours des abus, on ne peut pas les exclure. Déjà maintenant, il y a ce système de naturalisation facilitée pour les couples hétérosexuels. Des fois, on peut constater qu'il y a des abus, mais je pense, ce qui est très important de voir, la, le grand chiffre, dans quelle direction ça va. Et généralement, on ne peut pas parler des abus chez les couples hétérosexuels, et puis ça va être la même chose pour les couples homosexuels. Parce que ça ne veut pas dire quand vous vous mariez que votre femme, votre homme, il deviendra, il pourra obtenir la naturalisation suisse dans quelques mois. Ça prend toujours une certaine période, quelques années, et c'est toujours pas facile. Alors, il faut avoir quand même C'est vrai que rester par intérêt une 8 ans avec une perspective. même personne, ouais, d'accord. Et puis concernant la rente du survivant, pour le seul argument de ne pas alourdir la nouvelle loi pour le mariage pour tous, est-ce que vous trouvez ça pertinent ou Bon, écoutez, je ils auraient suis pu la mettre? absolument convaincu que il n'y a aucune différence si vous êtes marié avec un homme, une personne du même sexe ou avec une personne d'un autre sexe, d'un sexe opposé. Si cette personne vous survit, elle a exactement les mêmes besoins, exactement, devrait avoir aussi exactement les mêmes droits. Ouais, d'accord. Je trouve aussi que c'est un peu dommage qu'il y ait cette petite distinction qui est faite justement dans la loi du mariage pour tous. Que ça ne comprend pas sous prétexte que c'est pas pour alourdir la clause, c'est peut-être plutôt Ouais. pour mettre d'accord d'autres personnes avec la loi, peut-être. Bon, c'est bien possible. En tout cas, ce sont des raffinesses, ce sont des détails Mhm. qui intéressent finalement que les personnes concernées. Et puis tout le reste, pour presque, je crois, une majorité de 90%, surtout cette question-là, euh, on ne peut pas s'imaginer pourquoi ça devrait être, ou pourquoi on devrait avoir une solution différente pour les couples homosexuels. Alors là, c'est effectivement une discussion presque académique. Ouais, tout à fait.
Et je terminerai sur la question du mariage pour tous avec votre présidence des SVP. Euh, Est-ce que l'association a une influence dans la politique suisse? Et sinon, oui, quelle est-elle? C'est toujours difficile à juger, naturellement. Ce qu'on peut dire, effectivement, ça on peut mesurer, que l'accueil au niveau média était énorme. On avait beaucoup de présence dans les médias, et je crois que ça fait déjà quelque chose. Ouais. Cette présence, surtout quand on a fondé cette association, et puis aussi après, la discussion avec, dans notre parti à l'intérieur, avec le comité des directeurs et avec d'autres personnes, je suis convaincu que ça a eu une influence, mais naturellement, c'est difficile à dire, voilà, on a fait ça et puis ça a donné ça. Mais je suis effectivement convaincu que c'était une bonne action de commencer avec, KUDC. Maintenant, on est arrivé au milieu de la société, les choses changent. Le mariage, la loi pour mariage par tous, va bientôt être accepté par le peuple suisse. Là, je suis convaincu. Vous Alors n'avez qu'on aucun peut, doute là-dessus. là, j'ai aucun doute là-dessus. Même la majorité des électeurs UDC vont voter pour. Et puis on peut maintenant, nous, effectivement, demander est-ce qu'on a encore besoin de cette KUDC ou est-ce qu'on pourrait peut-être même pas commencer à réfléchir de la dissoudre. D'accord. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est une association qui a pu surprendre au moment de la fondation des partisans UDC qui fondent une association homosexuelle dans un parti conservateur. Je comprends que ça a fait du bruit. C'est vrai que maintenant, le combat est peut-être terminé, vous diriez. Un combat n'est jamais terminé, mais il faut aussi voir un peu l'image dans le grand image. Là, on peut dire oui, les personnes homosexuelles sont arrivées dans la société, on est accepté. Naturellement, quand vous êtes peut-être vendredi soir, samedi soir, dans une disco, puis les gens sont bourrés, vous risquez toujours Oui. de recevoir des remarques négatives. Il y a des personnes qui sont toujours, même physiquement attaquées. Ça existe toujours, Mhm. ça va, je crois, aussi toujours exister, mais en général, 95%, on est arrivé à ce qu'on voulait, et je crois qu'il faut aussi, une fois constaté cela, et puis dire merci à la société pour ça. D'accord. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose à propos du mariage pour tous? Je crois qu'on a bien abouti cette thématique. En tout cas, je suis très content d'avoir pu voir tout ça. Je terminerai sur un peu de politique biennoise. Donc, l'UDC de Bienne se bat depuis des années pour combattre l'hostilité envers les automobilistes à Bienne. On voit qu'il y a beaucoup de sens interdits, des places de parc qui disparaissent, qu'il y a beaucoup de 30 km/h. Centre-ville, on ne peut presque pas aller en voiture, il n'y a que les transports publics et les vélos. Euh, Au dernier conseil de vie, il a été accepté un crédit d'engagement pour augmenter le nombre de caméras radar à vitesse et feu rouge à Bienne. Alors que votre parti, avec Luca Francescotto, a revendiqué le 29 avril lors de la séance cette façon honteuse de vouloir remettre de l'argent dans les caisses, parce que c'est vrai qu'il y a eu un déficit de 5,2 millions pour la ville de Bienne suite à l'année 2020, avec la question de la pandémie qui a un petit peu impacté la chose aussi. Vous, vous avez soutenu le crédit d'engagement dans le sens où vous pensez vraiment qu'il y aura une... Alors évidemment, ça va rajouter des liquidités dans le budget de la ville, mais aussi que ça aura un impact sur la sécurité. Est-ce que c'est là aussi principe de collégialité ou est-ce que vous êtes personnellement euh, convaincu que ça ait un intérêt de rajouter encore un petit peu de pression vis-à-vis des automobilistes? Bon, vous savez, tout d'abord, il faut dire que cette affaire qu'on vient de citer était déjà décidée par principe par le conseil de ville dans l'année 2015, je pense, ou 14 même. Alors, c'était une décision du conseil de ville qu'il fallait exercer, où il fallait trouver les moyens pour la réaliser. Alors, pour moi, là, il ne se pose même pas la question de la collégialité, Mhm. du principe de collégialité. C'est un ordre du
conseil de ville qu'il fallait reprendre et puis réaliser. Et point terminé. D'accord, Alors, et puis le conseil de ville, en principe, il est notre chef. Le chef a commandé, et puis nous, on a fait ce qu'il voulait. d'accord. Mais si on revient sur la question de sécurité, il est clair, on a des statistiques qui montrent, qui, qui confirment aussi, vous avez plus des accidents où la vitesse est augmentée, plus dans la ville. En dehors de la ville, c'est autre chose, hein, en dehors des communes. Alors, la vitesse joue un certain rôle. Ce n'est pas le seul élément qui est important, mais c'est aussi un élément qui joue un rôle. Ça, il faut l'admettre. Et puis, les caméras de vitesse, naturellement, aident à que les automobilistes respectent les limites de vitesse dans les différents endroits. D'accord. Parce que après un certain moment, on sait, oui, on a déjà dû payer une amende là ou là, alors je dois faire attention, je dois ralentir. Et puis les automobilistes, ils apprennent et puis ils le font. Et aussi, si on regarde, si on compare les accidents il y a quelques années avec la situation actuelle, on remarque aussi que effectivement les accidents baissent, le nombre des accidents baisse, et c'est pas seulement le nombre qui compte, mais aussi la question est-ce que c'est des accidents graves ou pas graves, avec une vitesse plus haute. Naturellement, Mhm. c'est clair, quand vous faites un accident, souvent les conséquences sont plus graves que quand vous faites le même accident avec les vitesses plus abaissées. Mais naturellement, moi personnellement, je peux comprendre que les automobilistes euh, ont un certain problème avec la politique qu'on mène ici à Vienne. Mais il faut être réaliste, c'est une politique qui n'est pas vraiment exclusivement à Vienne, menée à Vienne. Si vous regardez dans les autres villes, c'est dans toutes les villes presque la même politique. Alors Vienne n'est pas exclusif avec cette politique. Non, alors Bienne n'est pas exclusif, par contre c'est quand même problématique lorsqu'on parle de tourisme économique. Pour les gens qui viennent, les commerces locaux, c'est plus difficile d'avoir accès à ces derniers que Mhm. si il faut... Alors pour les habitants de Bienne, c'est un peu plus facile parce qu'il y a pour les urbains, il y a les bus, il y a des choses comme ça qui sont en bas de chez eux ou même, hein. Mais quelqu'un qui habite, je sais pas, par exemple pour citer Gerofingen ou dans la périphérie autour, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut... alors, je vais aller me garer là, ça va me coûter tant, ça va me prendre tant de temps, il y a les feux rouges, l'essence unique, les bus, et il y a aussi une chose... Alors moi, je suis pas natif de Bienne, donc je l'ai remarqué vraiment, c'est le premier truc qui m'a frappé quand je suis arrivé en ville, c'est la faculté que les piétons ont à passer sur les passages pour piétons de manière assez violente alors qu'une voiture arrive. Alors certes, c'est à l'automobiliste de faire attention, mais une voiture, ça reste 1,5 tonne, 2 tonnes lancée même à 50 km/h ou même à 30 km/h. Le fait qu'ils aient la priorité, voilà. Donc ça rajoute encore un peu de pression à l'automobiliste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être pas la seule ville qui a cette affaire-là, mais je pense que ça pèse aussi sur l'économie locale, pas non seulement sur la liberté des automobilistes, mais aussi sur les commerçants. Ouais. Oui, bon, alors moi personnellement, je suis utilisateur un peu de tous les moyens à disposition. Je vais travailler des fois par vélo, des fois en voiture, des fois avec transport public. Et puis, je peux quand même constater que si je compare par exemple avec la ville de Berne, on a un accès assez ouvert au centre de la ville. On a différents parkings qui sont très proches du centre. On a le Manor, parking Manor, on a Mhm. parking Coop, juste à côté de la rue de Nido. On a ici l'Esplanade. Ils sont quand même très chers hein, comme parking, hein. Oui, 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 ils sont chers, c'est vrai, mais il faut le dire, hein, ils sont pas plus chers que les parkings Non, euh, ceux qui sont pas dans ces parkings souterrains. Et on est encore plus bon marché que par exemple la ville de Berne. Mais là, on arrive quand même à une discussion difficile parce que Berne et Bienne, c'est naturellement pas pas comparable. comparable.
Mais ce que je veux dire, c'est si on veut venir au centre de ville avec sa voiture, ce que je fais assez souvent, j'arrive très bien. Je trouve presque toujours une place. Mhm. Ça va, ça fonctionne. Mais naturellement, pour les commerçants, pour différentes automobilistes, on pourrait toujours s'imaginer encore des accès plus faciles, un régime plus facile. Ça, je peux tout à fait comprendre. Mais on a une politique vert qui veut effectivement que les transports individuels, surtout motorisés, diminuent et qui veut aussi favoriser les transports publics, c'est un fait. Ouais, on l'a vu encore avec les 8 ans de trottinettes qui vont être à nouveau mis à disposition de la ville de Bienne. Ça, on l'a vu aussi. Oui, 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 ça je peux comprendre. Mais là aussi, je peux vous dire, j'étais à Singapour, j'ai utilisé les trottinettes là, je Mhm. trouvais ça très sympathique, hein. Oui, c'est très sympathique. Mais naturellement, quand vous voyez après les trottinettes partout, même C'est plus ça le dans la problème, ouais. Suisse, Mm. il y a toujours des deux côtés. Donc, votre avis, votre sentiment sur l'hostilité de la ville envers les automobilistes, vous dites donc il est juste, mais vous trouvez pour autant quand même que les autres moyens alternatifs mis à disposition sont suffisants. Pour le moment, on a différentes alternatives qui sont mises à disposition. S'ils sont suffisants, c'est difficile à dire. On peut toujours s'imaginer peut-être encore cette possibilité ou celle-là. Mais on a constaté par exemple avec l'alternative qui était mise à disposition par Enou que c'est aussi une alternative, qu'elle ne fonctionnait pas vraiment dans la grandeur de la ville de Bienne, ou peut-être il y avait d'autres raisons. Mais c'est pas si facile de trouver des alternatives. Non, et puis ça coûte toujours aussi. Ouais, bien C'est une vraie sûr. question de coût. Ouais. Euh, d'accord. Et donc, si la ville de Bienne, elle s'est portée volontaire pour être une ville test pour le mobility pricing, ça, est-ce que ça change peut-être? Vous avez peut-être pas la même vision que sur ce qu'on vient d'évoquer par rapport aux automobilistes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des critiques à faire par rapport à cette décision ou... Alors, c'est pas une décision encore, tout n'est pas fait, Ouais. mais Alors, la décision du conseil municipal était de s'intéresser vis-à-vis de la Confédération, de signaler qu'on serait intéressé de lancer un projet avec cette idée, si effectivement la Confédération va, ensemble avec le ville de Bienne, réaliser ici quelque chose. C'est encore ouvert, hein, c'est pas, comme vous dites, c'est pas encore décidé. Là, je suis lié à la collégialité, et puis je peux seulement dire oui, et confirmer que oui, le conseil municipal a pris une telle prédisposition. décision favorable. Mhm. D'accord. Et le conseil municipal n'a pas peur que ça diminue encore plus alors, je dis souvent tourisme, mais c'est pas vraiment ça. C'est les gens extérieurs qui viendraient dans la ville en se disant maintenant, si j'y vais, je vais devoir payer juste l'entrée dans la ville. Enfin, dans certaines zones de la ville. Bon, ça c'est une question qui devrait encore être élaborée naturellement, parce que les détails, si effectivement on réaliserait un tel concept, il faut encore discuter les détails. Comment ça se fait, comment c'est réglé aussi pour les personnes qui viennent visiter, quelles seront les conditions cadres, tout ça c'est encore ouvert. Et aussi naturellement aussi l'impact sur le développement économique de la ville de Bienne. Tout ça, ça devrait encore être évalué. Et pour le moment, quand on a pris cette décision, ce n'était pas encore un sujet de discussion. D'accord. Concernant la mobilité à Bienne, vous voudriez rajouter quelque chose qu'on n'a pas évoqué? Bon, vous savez, quand on parle de la même mobilité, on pourrait encore discuter pour des heures, mais je Bien crois sûr. pour le moment, ici, c'est bien. D'accord. Vous êtes à l'origine aussi du projet pilote Focus Travail. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement? À qui ça s'adresse? Quelles vont être les choses qui vont être demandées? Et puis quelle est la finalité? Oui, volontiers. C'est une idée qui est en principe de fond une idée très, très, très simple. Ce qu'on veut dans l'avenir, avec chaque personne qui arrive dans l'aide sociale, on veut l'envoyer dans des ateliers où
on se rassemble avec d'autres personnes qui sont aussi concernées par de même façon, et puis voir, et naturellement, accompagné aussi par des spécialistes, par les professionnels, et puis on veut discuter, voir qu'est-ce que vous, moi, comme bénéficiaire de l'aide sociale, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation, ils sont où mes problèmes, ils sont où mes atouts, qu'est-ce que je veux faire dans l'avenir, où je veux aller, où est-ce que je peux aller, avoir, d'élaborer un état de lieu, on pourrait dire, Oui, de s'analyser soi-même une avec l'aide introspection. des autres et des professionnels, et puis avoir après une base sur laquelle on peut continuer. C'est peut-être maintenant un peu théorétique, mais on a déjà fait des expériences avec un tel système avec les femmes monoparentales. Mm. On a déjà lancé un petit projet. On a effectivement constaté, oui, ça fonctionne. Quand vous avez un groupe, un atelier avec les mères monoparentales, et on discute par exemple, oui, qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants, ils sont seuls à la maison, comment je peux organiser qu'ils ne sont pas seuls, comment je peux trouver un travail quand j'ai encore des petits-enfants à la maison. Et tout ça, c'est des questions très pratiques. Mhm. Assez souvent, les personnes concernées sont un peu perdues dans des questions très simples. Comment je peux organiser la garderie pour mes enfants? Comment je peux faire avec mon budget? Comment je peux faire avec ci et ça? Comment je dois préparer mes dossiers quand je vais des employeurs? Des questions alors très très simples. Et si on discute ces questions avec d'autres personnes qui sont aussi concernées, on reçoit tout de suite d'autres idées. On voit, ah voilà, tu as fait ça comme ça. Ouais, je pourrais aussi le faire comme ça. Et puis, dans une semaine plus tard, on a des nouvelles que d'autres personnes ont trouvé un travail ou ont trouvé une solution pour un certain problème. Et ça motive, ça donne pas seulement des idées, mais ça motive, ça donne de la motivation. L'autre personne a eu du succès, alors mais pourquoi moi pas? C'est autre chose que d'aller une fois par mois, une fois tous les 2 mois chez l'assistante sociale et puis dire, ouais, vous savez, on devrait encore faire ci et ça. C'est plus vivant, c'est plus Mhm. pratique. Et ça, on veut lancer pour tous les bénéficiaires de l'aide sociale, surtout pour ceux qui viennent, qui arrivent, et puis pour les lancer, pour avoir plus d'informations sur eux, avec eux. Et ça aide après aussi les assistants sociaux de les accompagner de manière plus profonde, plus adaptée. Alors, je vois que ça vous tient à cœur, en tout cas, ce projet. Euh, Est-ce que vous diriez peut-être que le communautarisme de certaines personnes pourrait freiner? Est-ce que c'est basé sur le volontariat ou est-ce que ce sera comme un peu à l'ORP où il faut chaque mois soit assister à une séance, soit montrer qu'on a fait des recherches? Et est-ce qu'il y aura des obligations pour les gens de participer à ce projet? C'est une question très sensible. En principe, si vous êtes bénéficiaire de l'aide sociale et puis vous voulez rien faire, vous êtes opposé de vous Mhm. engager, à vous engager, vous êtes de l'avis, moi je fais rien. Euh, et même si on va vous forcer de faire quelque chose, il n'y a rien qui va bouger. Alors, la force la plus importante, effectivement, la volonté de vouloir faire quelque chose. Si vous ne voulez pas, on ne peut pas vous pousser. D'accord. Alors, naturellement, on veut que les gens vont avec la volonté de vouloir, effectivement vouloir, pouvoir et vouloir changer quelque chose dans leur vie. Mais ça, par l'autre côté, ça suffit naturellement pas aussi pas. Si on doit constater que vous ne voulez rien faire pour changer améliorer votre vie, on doit aussi avoir des possibilités de vous sanctionner. Si vous dites non, je ne vais pas dans un tel atelier parce que moi je veux un peu d'argent puis rien faire, on va effectivement avoir cette possibilité de vous sanctionner. Alors on a un peu les deux côtés de Oui, la c'est un plaque. peu On veut sensible, la oui. volonté des personnes, mais en même temps, quand on constate, non, effectivement, cette volonté, elle manque,
on sanctionne, déjà maintenant. Donc un peu, voilà, c'est un peu comme au chômage, où si vous ne faites pas preuve de recherche de travail, vous pouvez avoir des indemnités en moins. Là, ce sera à peu près le même, plus ou moins le même système. En tout cas, il y aura des effets de pénalité. Oui, 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 oui. Alors, naturellement, on ne veut pas remplir de ces ateliers avec des personnes qui ne veulent pas vraiment aller dans ces ateliers. Quand on constate qu'une personne ne veut pas aller, on ne va pas la forcer d'y aller, mais elle va être sanctionnée. D'accord. On arrive au bout de cet entretien, Beat Feurer. Est-ce que vous avez rajouté quelque chose pour conclure? Oui, juste pour encore continuer sur ce projet de focus à travail, j'ai dit c'est une idée très, très simple, euh, mais on peut constater que cette idée, pour le moment, dans toute la Suisse, elle n'est pas encore appliquée, on serait les premiers. Et puis je suis convaincu, je suis aussi, oui, je suis convaincu que ça va améliorer la situation pour les gens concernés, pour qu'ils puissent mieux s'intégrer dans le marché du travail, qu'ils peuvent devenir de nouveau indépendants de l'aide sociale. Et puis je suis heureux de pouvoir lancer ce projet ici à Bienne, parce qu'on a besoin, avec plus que 10% des personnes qui sont dans l'aide sociale, on a besoin des idées comme ça. Et puis, je peux aussi dire qu'effectivement, l'intérêt dans la Suisse, dans les autres départements des affaires sociales, il est haut. De Mhm. voir comment ça se poursuit, comment ce projet Bien va se sûr. poursuivre, qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir comme résultat. C'est pour cette raison qu'on a décidé de le laisser accompagner par une étude scientifique. D'accord. Et donc, c'est un projet qui émane principalement de vous. Des personnes vous ont aidé à étoffer un petit peu, mais l'impulsion initiale vient de vous. Oui, effectivement, j'ai vu un projet similaire une fois à Londres. D'accord. Et je pensais, oui, alors là, ça pourrait être quelque chose peut-être pour nous. Mhm. Pourquoi pas la reprendre à Bienne? Et puis on a commencé avec les discussions. J'ai initié les discussions. On est aussi allé voir des projets similaires à l'Allemagne. On a discuté avec des spécialistes sur cette idée parce qu'il faut toujours savoir que le système social, les lois sociaux, les lois ne sont pas les mêmes dans les différents pays comme ici en Suisse. Alors, ce qui marche peut-être dans une autre situation ne pourrait pas nécessairement marcher dans notre situation. C'est pour cette raison qu'on a se pris beaucoup de temps pour étudier possibilités, surtout parce qu'on dépense presque 3 millions de francs. Alors c'est un projet Qui... qui coûte 3 millions pendant les 2 ans qu'on le mène. Alors c'est très important d'avoir une certaine sécurité que ça va fonctionner. Et un suivi, ouais. Et puis c'est ce qu'on a pu obtenir. Et ces 3 millions viennent du canton ou de la ville de Bienne ou des deux? Ça ne vient pas du canton, c'est effectivement, ça vient de la ville de Bienne, mais là, il faut préciser qu'on a deux fondations. Tout cet argent vient de deux fondations qui sont gérées par la ville de Bienne, qui n'étaient pas utilisées pendant des années parce qu'on pouvait pas, on ne savait pas utiliser Mhm. l'argent parce que c'était destiné à un besoin spécifique. On ne pouvait pas dépenser cet argent pour construire des rues ou Ouais, acheter des d'accord. voitures. C'est effectivement pour des personnes qui sont sans travail, qui sont dans des problèmes sociaux, dans l'aide sociale. D'accord. Et avec ce projet, on a effectivement maintenant trouvé une, un programme, un projet qui permet de prendre l'argent de ces deux fondations. Bah, c'est très bien, comme c'est la ville de Bienne qui va être ville test pour cette idée que vous avez apportée. En plus, si le budget vient de la ville de Bienne, ça permettra d'avoir une bonne publicité auprès de la Suisse si jamais cela fonctionne bien. Ça, on va voir si ça fonctionne bien, mais je suis très convaincu, vraiment, on a tellement bien étudié cette idée que je suis sûr que ça va fonctionner. Super alors. Autre chose? C'est bon, merci. Alors merci beaucoup. Merci de ma part pour cette bonne discussion.